Alors là, on a tous les éléments du débat, en fait, hein, tous les éléments du débat. Harley Davis, donc je rappelle, vice-président du France Lab and Smarter Process d'IBM, donc le labo. Concrètement, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce que vous venez d'entendre, et puis surtout sur, est-ce que ces passerelles entre monde privé qui est le vôtre et recherche publique sont faciles aujourd'hui? Quel est votre regard sur cette question? Oui, c'est une très bonne question. En fait, quand on m'a demandé de participer à cette colloque, j'étais, bon, déjà, si c'est pas évident, je suis pas français, hein, je suis américain, donc j'ai un peu hésité quand on m'a demandé de participer au colloque pour deux raisons. Premièrement, parce que le mot mécénat, j'ai pas trouvé un équivalent en anglais très facilement. Tous les termes équivalents en anglais comme charity ou philanthropy ont déjà des équivalents en français. Et donc, comprendre le sens du mot mécénat, c'était un peu compliqué. Finalement, après avoir interrogé mes amis et mes collègues, je suis arrivé à la compréhension, c'est à la base sponsoriser, ou sponsoriser, c'est pas un bon mot, mais supporter, supporter des efforts, la création des idées pour le bien de la société, avec un petit soupçon de quelqu'un éventuellement riche et puissant qui fait ça. Donc, mécénat, ok, je pense peut-être que j'ai compris. Après, avec le thème de la recherche, et le mécénat et la recherche, mon expérience, c'est une expérience de la monde technologique, de la monde informatique, des startups, des financements, des venture capital et tout ça. Et donc, mettre ensemble l'idée du mécénat et de la recherche, c'était un peu étrange parce que de mon expérience, les entreprises, en tout cas, ne font pas du mécénat pour la recherche. Les entreprises investissent énormément dans la recherche et les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, soit ils ont participé à la création de la recherche, soit à commercialiser et valoriser les fruits de la recherche, mais c'est pas le terme mécénat me semblait un peu étrange. Mais ça, c'est peut-être typiquement anglo-saxon, non, finalement? Cette Peut-être. attitude par rapport à la technologie, par rapport à la politique de mécénat des entreprises, c'est moins anglo-saxon que français, finalement, culturellement parlant, on va dire. Je pense que c'est le cas. Et je pense d'ailleurs que la problématique exprimée par M. Fontcave, c'est très, très intéressant. Et de ce point de vue, ça mérite un peu de réflexion et de comparaison entre les expériences ou le système d'investissement ou de financement de recherche aux États-Unis et en France. En France, donc là, je ne veux pas trop dire parce que, bon, mais en France, j'ai l'impression que la recherche, c'est financé essentiellement par le public dans les institutions publiques, telles que la CNRS, l'INRIA, l'INRA, etc. Et après, il y a les entreprises qui essaient de valoriser cette recherche, et ces mondes ne sont pas vraiment bien connectés. Donc il y a eu une prise de conscience de cette manque d'interaction entre ces deux mondes il y a une dizaine d'années, je pense au niveau du gouvernement, de l'État, des autres instances. Le résultat, c'est la mise en place, une création d'un système de transfert de cette recherche vers les entreprises et un système qui aide les entreprises à mieux investir dans ces centres de recherche, mais c'est un système qui est très compliqué. Aux États-Unis, la chaîne de valeur pour la recherche, c'est assez différente et beaucoup plus fluide, à mon sens. Hein, c'est-à-dire que le système aux États-Unis, c'est qu'essentiellement la recherche se fait dans les grandes universités. C'est financé à 90%, et ça c'est peut-être surprenant, mais c'est financé à 90% par le gouvernement, mais la propriété intellectuelle, qui est le résultat, le fruit de cette recherche, appartient à 100% aux universités. Les universités, ils ont mis en place des systèmes de vente ou de licensing de cette propriété intellectuelle au profit des entrepreneurs et des entreprises, mais avec des conditions qui sont extrêmement intéressantes pour les entrepreneurs. L'idée étant, en fait, de maximiser au mieux, de pousser au mieux les industriels
que ce soit les entrepreneurs, les startups ou les grandes entreprises, à mieux profiter de ces fruits et générer plus de résultats. En France, il y a cette idée, mais les systèmes mis en place, c'est très compliqué. Alors comment mettre de l'huile dans les rouages? Parce que c'est important que vous travailliez ensemble, que les deux sphères, publiques et privées, travaillent ensemble. Elles peuvent s'apporter mutuellement sur le plan du financement, sur le plan du développement, sur le plan de la création de valeur. C'est super important. Mais alors c'est quoi votre recette? Alors, je pense que, bon, il faut faire les choses... Bon, il y a un problème à la base que je pense est culturel. Et, on a un problème avec l'argent, c'est ça? On a un problème avec l'argent. Avec le risque? On a un problème. Il y a deux choses. C'est vrai que dans la société française, on a du mal. Le motif du profit, c'est pas quelque chose qui est très très bien accepté. Néanmoins, c'est ce motif de profit qui pousse, il faut le dire, hein, qui pousse les chercheurs américains à créer des startups, à participer aux startups. Les étudiants dans les grandes universités, ils rêvent d'une chose maintenant, c'est d'aller dans une start-up et faire de fortune. Même moi, quand j'étais au MIT, ça fait plus que 30 ans maintenant, on nous a proposé des cours d'entrepreneurship où on nous apprend les basiques de la comptabilité, de la création d'entreprise, du financement, de la création de plans de business. Et ça faisait partie du parcours typique d'un élève en sciences que j'ai fait. Et ça, c'est juste dans la culture. Après, et donc, bon, le fait que les gens cherchent à profiter de leur recherche, c'est admis, c'est même applaudi. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce que professeur Fontcave a dit par rapport à la liberté de recherche et l'idée d'aller très loin et de pousser les idées dans tous les sens n'existe pas. Mais il y a aussi l'idée qu'on peut aussi profiter de son recherche et c'est généralement accepté. La deuxième chose que vous avez dit, c'est la prise de risque. La prise de risque, c'est un autre élément en France. Là aussi, je m'avance peut-être, mais après 20 ans en France et avec des enfants français, j'ai remarqué qu'il y a un système en France de très très jeunes dans le système d'éducation qui rend très difficile. En fait, c'est une sorte d'empêchement à l'échec. L'idée qu'on peut échouer, c'est pas généralement admis. C'est regardé comme exclusif. Il y a tout ce qui est concours pour les grandes écoles, tous les prépas, tout ce système assez élitiste pour arriver au statut d'être chercheur. On revient au problème culturel, finalement. Oui, ça pénalise la prise de risque. Marc Fontcave, alors, d'accord, pas d'accord, je ne vais pas vous poser la question, mais comment mettre de l'huile dans les rouages, comme je disais d'abord, tout à l'heure, deux mondes qui doivent inéluctablement se rapprocher. Mais d'abord, je voudrais dire que je ne partage pas tout à fait ce point de vue qui fait une si grosse différence entre les États-Unis et la France. Aujourd'hui, les modèles se ressemblent un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on demande aux universités et aux chercheurs non seulement d'enseigner et de créer de la connaissance, mais également de valoriser leur connaissance. Donc il y a également une très forte pression pour les chercheurs français de prendre des brevets et d'établir des contrats avec les industriels. Enfin, dans mon laboratoire, je l'ai expliqué, a profité de la contribution d'une fondation, mais signe aussi des partenariats avec des industriels. Pareil, en France, la France n'est pas un pays très défavorisé du point de vue des mécanismes de création de start-up. La fiscalité en France est excellente pour la création de start-up. C'est ce que nous disent les patrons de ces start-up. Donc, je crois que c'est pas tellement différent. Par contre, on évoque deux choses très différentes. Si on doit limiter le partenariat, on pourrait limiter le partenariat, enfin l'association entre une entreprise, enfin les entreprises en général et les universités sous forme de partenariat ou de sponsoring. Je pense que c'est ce qui se fait habituellement et normalement. Bon. Là où il y a une différence, c'est effectivement qu'aux États-Unis, ces relations entre les universités et les industriels sont beaucoup plus fortes qu'en France, et qu'il faut les améliorer significativement en France. Vous êtes pour un rapprochement plus évident? Évidemment, oui. Vous savez, l'époque où les universitaires disaient surtout pas d'industriels chez moi, et où les industriels disaient je comprends rien à ce qui se fait dans l'université, donc je vais pas y aller. C'est plus du tout le cas aujourd'hui?
Non, je ne dirais pas que c'est plus du tout le cas, parce que si c'était plus du tout le cas, on serait dans une situation bien meilleure. Mais néanmoins, les choses se sont beaucoup améliorées, et se sont énormément améliorées. Néanmoins, c'est encore insuffisant. Et je pense quand même qu'il y a quelque chose d'un peu particulier en France, c'est que le PhD, qui est si important aux États-Unis, l'est beaucoup moins en France et pour les industriels. Aux États-Unis, une thèse, c'est le passage obligé à toute carrière, je dirais, dans le domaine de la recherche, dans l'industrie. Voilà. En France, ce n'est pas du tout le cas. Combien de chefs d'entreprise sont titulaires d'une thèse de doctorat? Je pense que là, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance mutuelle du système. Donc, vous savez, combien il y a, je ne sais plus qui, récemment, il y a un article dans Le Monde qui calculait le nombre de titulaires d'une thèse dans les différents gouvernements. Je crois que le gouvernement français a zéro titulaire de thèse. Le pays qui a le plus de titulaires de thèse actuellement dans son gouvernement, c'est la Chine. Donc c'est quelque chose de très très important. Mais alors comment on peut améliorer les choses justement? Comment on peut décloisonner de plus en plus si ça peut apporter à l'un et à l'autre? Je crois déjà que par exemple cette notion de l'importance, alors on est tous, enfin cette notion de l'importance d'une expérience de formation par la recherche, telle que la thèse, est quelque chose de très très important. C'est-à-dire que il y a des évolutions qui sont favorables, mais par exemple, les grandes écoles scientifiques qui forment nos dirigeants d'entreprise de demain commencent à demander à leurs élèves de s'engager dans des thèses. Mais c'est encore, de mon point de vue, encore insuffisant. Donc ça, c'est par exemple un élément du débat. Mais je voudrais juste... Donc, oui, il faut renforcer ce lien entre entreprise et université. Mais ce que je veux rajouter, c'est que, et ce que je proposais dans mon exposé tout à l'heure, c'était qu'on aille plus loin que le partenariat. Parce qu'au fond, comme je l'ai dit, il y a une très grande différence entre mécénat et partenariat, ou sponsoring. Enfin, le partenariat est plus dangereux que le mécénat? Non, ce n'est pas une question de danger, mais ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Le sponsoring ou le partenariat, c'est autour d'une question précise, une association d'un laboratoire universitaire et d'une entreprise. Qui peut orienter la recherche, par exemple. Qui oriente la recherche. Donc ça, c'est un peu dangereux. Et sur lequel... Non, ce n'est pas toujours dangereux, parce qu'il y a parfois des questions qui doivent être résolues par cette combinaison. Mais qui n'est soutenu que parce qu'à court terme, il doit y avoir des retours sur investissement. Bien sûr qu'il faut que ceci existe. Mais ce que j'indique, c'est que, d'une certaine façon, la recherche fondamentale ne donne pas obligatoirement des fruits ou les donne dans des termes qui sont très très éloignés. Et pourtant, il faut la soutenir, celle-là. Oui, oui. Et bien sûr que c'est à l'État de faire cet effort. Mais lorsque l'État est coincé, si la société dans son ensemble, et y compris les mécènes potentiels, individuels ou industriels, ne sont pas convaincus qu'il faut parfois prendre le relais en donnant cette liberté aux meilleurs chercheurs, bien sûr, là aussi il faut être très sélectif, hein, aux meilleurs chercheurs de développer de nouvelles idées, parce qu'au fond, est-ce qu'il y a une vraie différence entre un chercheur qui fait de la recherche fondamentale et un artiste qui développe une nouvelle musique ou une nouvelle peinture? Non, il n'y en a pas de mon point de vue. C'est un peu la même chose. Très rapidement, comment donc on peut avancer concrètement donc, en fait, je rejoins professeur Foncave sur tout ce qu'il a dit. Très rapidement, s'il vous plaît. Donc, la France a beaucoup amélioré. Le partenariat industriel recherche, ça se fait. Dans mon laboratoire, nous avons une douzaine de PhD qui travaillent sur les sujets qui sont à la fois de la recherche fondamentale pour eux et qui présentent pour nous un intérêt assez profond. Il y a aussi l'investissement complètement privatif. Hein. IBM fait, par exemple, on a plus que 3000 chercheurs dans le monde entier qui travaillent non seulement sur les sujets appliqués, mais sur les sujets fondamentaux qui sont un investissement dans le futur, le long terme pour nous. Et ça, c'est un autre mode, c'est de la recherche vraiment dans l'entreprise.
Merci infiniment, très rapidement. Juste un petit mot, oui. Si on raisonnait que comme ça entre partenariats, il y aurait un vrai problème du côté des sciences humaines et sociales. Parce que, évidemment, aucune entreprise va défendre un projet de sciences humaines et sociales. Et pourtant, il faut de la recherche. J'ai cité le cas de l'Institut des civilisations, je pourrais citer d'autres recherches, mais on voit bien que là, il faut que la société et les entreprises prennent conscience que ce travail qui est mené par nos spécialistes de sciences humaines et sociales, que ce travail-là joue un rôle majeur dans l'harmonie de la société. Merci beaucoup à tous les deux, Marc Fontcave et Harley Davis. Merci.